Bonjour ou bien bonsoir amis tout partout sur la terre. C'est pour moi un plaisir pour me rejoindre sur plateforme Haïti Mémoire et Société pour me présenter au deuxième numéro dans une série de 4 émissions que nous consacrons sur plateforme à un intellectuel, un chercheur qui c'est Dr. Jean-Pras Mars. Série de 4 émissions ça nous réalisons à partir de une gros interview journaliste Léopold Jean-Dominique t'a accordé à Dr. Jean-Pras Mars quand il t'a parlé de influence dans le milieu littéraire haïtien. Il t'a parlé tout de sortie livre qui c'est Ainsi parla l'oncle et réaction après sortie livre là, que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger. Dans le deuxième numéro, ça, nous allons ensemble partie côté Jean-Pras Mars et Jean-Dominique t'ai abordé et façon que élite en 1928 là t'ai ouais folklore haïtien. Dans la deuxième partie, ça, nous allons parcours intellectuel Jean-Pras Mars depuis l'école classique jusqu'à écriture livre ça qui c'est Ainsi parla l'oncle. Et il y a une anecdote dans la partie ça que relaté qui est assez intéressant et qui c'est yon nan bagay qui te poussé li à faire des recherches sur question culture en Haïti. M'bap di nou ki anecdote, m'ap kite nou découvrir li nous-mêmes dans émission ça. Dans deuxième partie ça tout, Jean-Pras Mars ou bien Dr. Jean-Pras Mars pour l'aborder avec Léopold Jean-Dominique façon que intellectuel en Haïti te recevoir livre Ainsi parla l'oncle. Je vais faire parler en pile, je vais quitter nous justement avec Jean-Léopold Dominique et Jean-Pras Mars. De nos jours, il est devenu courant de parler le folklore, et nous en parlons constamment, d'écouter les rythmes de notre tambour. Le jeune garçon, fils de famille bourgeoise, vous l'avez reconnu tout à l'heure, est familier de cérémonies vaudou. La jeune fille apprend à danser le maïs, elle se coiffe, comme vous le disiez tout à l'heure, n'est-ce pas, à la manière des affranchis. Mais l'on ne se rend pas compte de la valeur d'innovation que cet état de choses représente. Nous aurions aimé savoir quelle était la situation de nos élites en 1928, enfin aux alentours de 1928 à ce point de vue. De quoi s'occupait-on à cette époque? Eh bien, en général, la préoccupation, comme je viens de lire, je le répète, la préoccupation de nos élites, c'était de nous faire une certaine place dans la littérature française. Et le mot même de culture, j'ai entendu par exemple une magnifique conférence de mon excellent ami Dantes Velgade sur la culture. Eh bien, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été tellement en contradiction et tellement sidéré d'entendre que nous sommes une province française que moi, j'ai fait une étude que j'ai éditée d'ailleurs, folklore, culture, c'est l'intitulé du volume, et j'ai essayé de prouver que nous avions notre culture propre, de sorte que vers les années 1928 et avant, toute la préoccupation de ceux qui écrivaient, un homme comme Demesvar de l'Homme, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, n'avait qu'une préoccupation, c'était d'avoir des relations avec les grands hommes de lettres de l'époque, Victor Hugo, Lamartine, et enfin beaucoup d'autres romantiques de renom à cette époque-là, et d'être classé parmi eux. Tandis que mon ambition, une ambition qui n'était pas une ambition personnelle, puisque en réalité, bien que j'eusse eu l'ambition de devenir un écrivain à l'âge de 12 ans, n'est-ce pas? Eh bien, l'ambition pour ceux qui se préoccupent de littérature, qui sont des poètes, qui sont des romanciers, et même qui sont des hommes de science, de s'occuper un peu de ce qui se passe chez eux.
Il y a une anecdote savoureuse dont j'ai fait état d'ailleurs dans une préface à un livre récent, est celle-ci, n'est-ce pas? Un navire avait été complètement démantelé par la tempête et se trouvait dans l'Atlantique Sud. Et alors, n'ayant pas de boussole ni rien du tout, il demandait constamment sa direction à d'autres bateaux. Et surtout, il voulait avoir de l'eau fraîche, de l'eau potable. Et alors, un bateau aperçu au loin, n'est-ce pas, lui fait signe, jetez vos baquets. Je dis, mais nous vous demandons de l'eau. Il dit, jetez vos baquets. Enfin, à force d'insistance, il jeta ses baquets. Il ne savait pas qu'il était à l'embouchure du grand fleuve sud-américain, Plata. Non, qui baigne la plus grande partie de l'Amazone. Amazon. Il ne se rendait pas compte, n'est-ce pas? Et alors, je prends cet exemple et je dis aux écrivains, jetez vos baquets, plongez-vous dans l'existence de votre pays, vous y trouvez la matière qu'il faut pour l'édification de votre œuvre. Nous avons parlé des circonstances dans lesquelles les élites, en 1928, se trouvaient. Mais vous, docteur Prespens, qui étiez-vous au moment de publier Ainsi parla l'oncle? D'où veniez-vous? Quelle avait été votre formation littéraire, votre préparation intellectuelle? Mon Dieu, pas bien difficile. J'ai fait mes études classiques, d'abord cap-haïtien, mes premières études primaires chez mon père, et ensuite je suis venu les achever à Port-au-Prince. Je dois dire que ce fut une découverte pour moi quand je suis venu à Port-au-Prince, parce que Port-au-Prince, à ce moment-là, représentait un pays extrêmement lointain pour les gens de notre province, étant donné que nous n'avions pas de route, n'est-ce pas? Il fallait prendre le bateau français qui passait tous les mois, au début du mois, au Cap-Haïtien pour venir à Port-au-Prince. Et Port-au-Prince avait une réputation tellement extraordinaire de turbulence, de révolution sporadique, que mes parents craignaient beaucoup de m'envoyer à Port-au-Prince. Je dois à l'obligeance de mon parent, Guillaume Sam, qui était député de la Grande Rivière du Nord, qui donna le conseil de m'envoyer à Port-au-Prince, puisque c'était là mon désir. Je suis allé d'abord au séminaire Saint-Martial. Il y a eu quelques petites difficultés, et ensuite au lycée de Port-au-Prince. À ce moment-là, il y avait encore le reste de la mission française. Il y avait Moll, M. Moll et Villain, n'est-ce pas, qui étaient les principaux professeurs de lettres au lycée de Port-au-Prince. Eh bien, ce changement de méthode entre ce que j'avais appris au Cap-Haïtien et ce que je venais de trouver à Port-au-Prince a été tel que je suis tombé un peu comme quelqu'un qui... un poisson qui sort de l'eau et qui tombe quelque part sur le sol, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, la chose savoureuse, c'est que j'avais une élocution tellement difficile que je me désespérais moi-même. C'est ainsi que
quand M. Moll, qui était professeur de seconde, et j'avais été admis tout de suite dans la classe de seconde, me demanda d'expliquer ce que je comprenais dans l'horizon funèbre de Henriette d'Angleterre, n'est-ce pas? Il a été littéralement effarouché, sidéré de ma prononciation. J'étais donc destineux, et alors il dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais d'où venez-vous, monsieur? Mais d'où venez-vous? Mon Dieu, qui m'a envoyé cet individu dans la classe? Et alors, comme il était très facétieux, il me dit, mais dire qu'il est un dieu, puisqu'il s'appelle Mars. Et j'avais des habits un peu drôlement confectionnés, avec des couleurs un peu drôles, une espèce de couleur jaune, une couleur voyante de jaune. Il me dit, et encore, n'est-ce pas, il se croit dans l'Olympe, vous voyez comme il est habillé, n'est-ce pas? Eh bien, c'est au lycée de Port-au-Prince que j'ai commencé à avoir conscience de ce que peut être une véritable culture classique, une véritable culture intellectuelle. J'y ai passé près de 2 ans et demi, et ensuite, n'est-ce pas, j'ai voulu être médecin, et comme la vie est drôle, j'ai voulu être médecin pour n'être pas un fonctionnaire de l'État. Parce qu'à cette époque lointaine, les médecins formaient peut-être une corporation tellement indépendante que aucun médecin n'aspirait à devenir un employé de l'État. Mais alors, j'ai eu une bourse d'études pour aller étudier la médecine à Paris. Malheureusement, la situation financière du pays était devenue très mauvaise. On a supprimé ma bourse. Pendant que j'étais à Paris, étudiant la médecine, j'ai été stupéfait par la réflexion faite de l'un de mes camarades. Nous disséquions un cadavre et on parlait de toutes sortes de choses. Et puis alors, quelqu'un a évoqué un jour la vie de Toussaint Louverture. Mon camarade, qui était certainement un garçon de la haute bourgeoisie, plus instruit que nous autres, a souri et a dit, mais enfin, votre Toussaint Louverture, après tout, n'était qu'un général français. J'ai été un peu stupéfait de cette algarade, et je n'ai su rien répondre. Et puis il a dit, enfin, vous parlez de lui comme ayant été un homme extraordinaire et qui s'était intitulé le premier des Noirs pour faire échec à Napoléon, le premier des Blancs. Eh bien, après tout, après Toussaint Louverture, qu'est-ce qu'il y a eu dans votre pays? Et alors, je n'ai pas pu répondre, mais je suis rentré chez moi un peu interloqué, abasourdi par cette intervention intempestive de mon camarade. Et à la suite, j'ai cherché à avoir des ouvrages concernant toutes ces questions de race. Et c'est ainsi que je suis tombé sur l'œuvre de Gustave Le Bon, Loi psychologique de l'évolution des peuples. Et malheureusement pour moi, ou heureusement, je ne sais pas, je suis tombé sur ce passage du livre de Gustave Le Bon, que en 10 ans, on peut faire d'un nègre ou d'un japonais un avocat quelconque, mais pour en faire un anglais ordinaire, il faudrait plus de 2000 ans. Et alors, j'ai été choqué, stupéfait, je suis entré un peu
illicitement, si je peux dire, n'est-ce pas? Parce que je devais prendre sur mes heures de scolarité à la faculté de médecine de Paris, mais j'ai commencé à fréquenter l'école, la faculté d'anthropologie de Paris, qui était pas très loin de la faculté de médecine, et je me suis beaucoup intéressé à toutes ces questions de race. Comment a réagi le milieu haïtien? Comment a réagi le milieu haïtien lors de la publication de votre ouvrage? Oh, ce fut une réaction d'une violence insoupçonnée. On ne m'attaqua pas dans les journaux, excepté 19 articles qui ont été écrits dans le matin par quelqu'un qui n'avait pas signé, mais tout le monde savait que c'était Auguste Magloire qui... Et il n'était qu'à la préface de l'œuvre. C'est donc qu'il y aurait fallu peut-être 4 fois plus d'articles pour discuter les questions. Et je dois dire que M. Auguste Magloire était un homme instruit, un polygraphe, mais il avait abordé une matière qu'il ne connaissait pas, en réalité. Et alors que, en général, les bien-pensants trouvaient que ce que je disais, notamment du vaudou, était une chose insensée. Et alors que j'ai été très violemment combattu par l'Église catholique, et notamment par certains curés, certains prêtres, peut-être, comment pourrais-je dire, qui défendaient très âprement leur foi, n'est-ce pas, le rôle de leur action dans le prosélytisme religieux, et qui trouvaient que j'étais un homme redoutable, n'est-ce pas, pour parler du vaudou comme une religion primitive, religion archaïque, tout ce que vous voudrez, mais enfin une religion tout de même. Et alors, ce fut en général un homme qui avait l'attitude d'un éléphant dans un jeu de quilles. Et j'ai pris le taureau par la corne, pour parler d'une façon vulgaire. Eh bien, il y avait à ce moment-là une société, une association féminine, une association de la jeunesse port-au-prinциenne qui m'a demandé une conférence sur n'importe quel sujet. Et j'ai choisi de faire une conférence sur le mariage paysan. Et je me rappelle que j'ai profondément bouleversé mon auditoire parce qu'on ne s'attendait pas que je vienne parler de la vie paysanne dans une société à life. Et quelles ont été les réactions à l'étranger, docteur? Les réactions à l'étranger ont été au contraire extrêmement flatteuses. Et ainsi par l'oncle a été... j'avais envoyé le livre à celle qui en est la marraine, mademoiselle Marguerite Bruno, que j'avais eu l'honneur de rencontrer à Vichy. Et mademoiselle Bruno m'avait présenté à son père, qui était à ce moment-là professeur à la Sorbonne et maire du 14e arrondissement. Et alors, mademoiselle Bruno, très intelligente, une femme très instruite, était l'élève du professeur du christianisme à la Sorbonne. Il faisait
à ce moment-là, le nom m'échappe en ce moment aussi, il faisait à ce moment-là un cours sur l'épître de Saint Paul, la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, Monsieur Guimbert. J'ai été suivre le cours de Guimbert, je suis devenu l'ami de Guimbert. J'ai été également suivre les cours d'un professeur au Collège de France, de telle sorte que quand mon livre a paru, je l'ai envoyé à tous ces maîtres de la pensée française en matière de religion et l'accueil a été extrêmement flatteur. C'était un plaisir pour me présenter notre deuxième partie dans la série de 4 émissions que nous consacrons à Dr. Jean Prasmas sur la plateforme. Une émission que nous faisons à partir d'une interview que Dr. Jean Prasmas te bail journaliste Jean-Léopold Dominique. Côté où tu parlé de un paquet de bagailles, tu parlé de influence Dr. Jean Prasmas dans le milieu culturel haïtien ou bien sous des écrivains haïtiens. Il t'a parlé de parcours en tant qu'intellectuel qui t'a poussé à écrire livre ainsi par là l'oncle. Et il t'a parlé de un paquet d'autres bagages et tout que nous avons bien chance pour nous aborder dans la 3e à 4e partie de série de 4 émissions que nous consacrons à Dr. Jean Prasmas à partir de une interview que l'ité bail journaliste Jean-Léopold Dominique. C'était un plaisir pour me présenter nos 4e. C'était un plaisir pour me présenter nos 2e numéro. Au revoir, à la prochaine.